T'as vu, c'est trop bizarre. Les jeux ils tiennent pas dans la boutique. À chaque fois ça fait ça, j'en ai posé plein et à chaque fois ils basculent. On dirait que nous sommes victimes d'un sortilège. Comme si nous étions frappés par une sorte de poltergeist. Un bon sortilège là. Regarde, ça tient pas. Ça tient pas. Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo du vendredi. On commence avec les petites news comme d'habitude, et la news de cette semaine c'est que la semaine prochaine il n'y aura pas de vidéo du vendredi parce qu'on sera au Festival International du Jeu de Cannes. Donc on y sera tous les trois avec Jeff le patron. La boutique sera ouverte quand même, donc si vous avez envie d'acheter du jeu, mais surtout passer ou juste de zioter, c'est très bien. Alors, en tout cas, nous on sera là-bas. On va essayer de vous faire comme l'an dernier. Plein de stories Instagram. On va essayer. Il y aura plein de stories Instagram. L'an dernier, tu en avais fait plus de 300, presque dans les 400. Bon, ça va être sûrement la même chose cette année. Il y aura peut-être même encore plus de jeux, on sait pas trop. Oui, parce qu'il y a Asmodée là. Exactement. Oh, il y a Asmodée cette année. On vous fera peut-être une petite vidéo vlog comme on a fait l'an dernier. On sait pas, on avait fait un peu ça sur le pouce, on avait un peu improvisé. Et bon, je pense qu'on va réitérer la formule et puis on verra bien ce qui nous fait plaisir et ce qui peut vous faire plaisir. Qu'ajouter de plus? C'est bon. Voilà pour le fiche. Par contre, là on peut commencer à parler nouveautés avec les retours en stock. C'est des retours en stock plutôt sympathiques. Unlock Games Adventure, cette boîte était géniale. Les Aventures du Rail, Mysterium, Pandemic. Le Pandemic était fantastabuleux. Je pense qu'on peut le nommer comme ça. Les tours ambulantes, Kramer Kisling, fantastique. Il nous a manqué pendant Noël. Hein. Enfin, Hit, enfin. Et puis Bang, parce que Bang, vous nous le demandez souvent. Donc voilà, petit quator fort sympathique. Et on a également enfin les édifices Seven Wonders, hop là, Alex opère une rotation. Petit problème de livraison, mais nous l'avons quand même. Ils sont là. En avant-première. On n'en a pas énormément si j'ai bien compris. On en a que 12, et c'est finito pépito jusqu'à ce qu'ils sortent officiellement après Cannes. Finito pépito. Pépito. Vous connaissez les pépitos. Très bien, et on va pouvoir passer aux nouveautés de la semaine. Bonjour, bonsoir, bonne joueuse. On a reçu... Il est arrivé Sabika. Je vous dis ça parce que je suis très content de vous le présenter parce qu'il a eu le diamant d'argent et j'ai tout fait tomber. C'est l'émotion, excusez-moi. Il a reçu le diamant d'argent. Qu'est-ce que c'est que le diamant? Le diamant, c'est une récompense un peu comme l'as d'or, sauf que là, c'est vraiment pour les joueurs, les connaisseurs, quoi. Les gars qui aiment bien transpirer du cerveau. Et donc là, le diamant d'argent, le diamant de bronze, c'est Tiletum, qui est très cool aussi. Très content. Cette sélection de diamants était vraiment magnifique. Et le diamant d'or, c'est Marrakech. Queen Games. Je ne sais pas si un jour on l'aura, parce que c'est difficile de trouver des jeux Queen Games en France. Mais j'espère qu'un jour, je pourrai jouer à Marrakech. Et surtout, j'espère qu'un jour, on pourra l'avoir en boutique. Sabika, c'est un jeu de German Milan. C'est un jeu illustré par Laura Bivon. Je ne sais pas trop comment on dit. C'est un jeu, alors je vais essayer de vous le faire de manière assez succincte, de vous l'expliquer. C'est un jeu un peu de placement d'ouvriers, de gestion de ressources, un peu de commerce. Il y a un peu d'objectifs à aller chercher qui sont en fait des poèmes, parce qu'ici en fait direction l'Alhambra, en fait on va essayer de marquer le plus de points de victoire. Les points de victoire sont générés entre autres par les ressources, en fait quand vous dépensez des ressources, que ce soit pour la construction, pour le commerce, pour faire des espèces de mosaïques, ou pour même certains poèmes, ça vous fait des points de victoire. Vous voyez autour là on a une belle piste pour marquer les différents points de victoire. La partie va prendre fin au fur et à mesure qu'on avance dans la partie, on a un compte de manches ici, et à la fin de la 5e manche, on va compter les points, et celui qui a le plus de points évidemment l'emporte. On a ici un récap de ce qu'on fait à chaque fin de manche, et on décompte des points à chaque fin de manche. En gros, c'est du placement d'ouvriers, et même du déplacement d'ouvriers. On a une roue d'action ici qui est très importante. Je ne vais pas rentrer dans le détail des actions évidemment, mais ici en fait on a un cercle d'action divisé en 3 cadrans, celui le plus à l'extérieur, puis après le deuxième ici et le troisième ici.
On a 2 pions qui sont déplacés sur ce cadran-là, un pion qui va se déplacer au milieu et un autre pion qui est la poétesse en fait, qui va écrire des poèmes, qui se déplace au centre. Au début de la partie, au tout premier tour, je vais placer ces personnages et dans les prochains tours, je devrais les déplacer de 1 à 2 cases. Je pourrais les déplacer en plus, mais ça coûtera de l'argent. Vous verrez que l'argent ici, c'est vraiment le nerf de la guerre, pour pouvoir faire les actions. Alors, sur le premier cadran où on va jouer en fait je crois que on déplace des architectes, il me semble, pour pouvoir justement récupérer des ressources et aussi pour faire des actions de construction. Dans le deuxième cadran, on va avoir, je crois que des contremaîtres, je crois que ça s'appelle comme ça. Je ne sais plus trop exactement le terme, mais c'est des personnages qui vont permettre de faire des actions comme notamment la négociation qui est assez importante et surtout de consolider des alliances parce que vous verrez qu'en dessous du plateau commun, eh ben en fait, on a différents bateaux qu'on va envoyer dans différentes villes, dans différents endroits du Proche-Orient, du Maghreb, pour justement commercer avec d'autres régions et essayer de gagner des points de victoire et notamment des bonus immédiats ou permanents. Et enfin, comme je disais, au centre, on a du coup le moyen de récupérer des poèmes. Alors les poèmes, il y a 2 catégories. Il y a ces 4-là que vous voyez ici. Ces poèmes-là, ça est cool, ils sont divisés en 2. À gauche, vous allez avoir des poèmes qui sont permanents et à droite, des poèmes qui sont immédiats. Et notamment, on a une action avec une poétesse qui permet de réactiver des poèmes qu'on a choisis comme pouvoir immédiat. Ici, on a d'autres poèmes qui sont en fait des objectifs. Si vous les réalisez en fin de partie, ça vous fait les points indiqués dessus. Il y a pas mal d'iconographie dans le jeu, mais ça reste un jeu quand même assez accessible parce que tout se passe sur cette roue d'action. Ce qui est très malin, c'est que vous voyez qu'ici, en fait, quand je place ou déplace un ouvrier et que j'arrive sur une case, je vais pouvoir récupérer avant ou après mon action les actions qui sont entre 2 emplacements. Donc là, par exemple, vous avez une ressource qui est disponible là aussi et là aussi. Le seul truc, c'est que ici, sur cette action-là, si je veux récupérer ça, c'est gratuit parce qu'on voit que le coût en bas ici, il est de 0. Si j'étais ici et que je voulais récupérer ce tissu-là, le coût était ici en pièces de 1. Et donc à chaque fois, on cherche à optimiser son placement par rapport à la ressource qu'on peut récupérer ici. Évidemment, ces ressources-là pourront se transformer, le tissu va se transformer en textile, l'argile, la pierre comme ça va se transformer aussi. Et il y a plein de ressources comme ça, et ce système de transformation de ressources permet après de vendre des ressources transformées ici. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ici, ce qui est très intéressant sur les mosaïques, c'est qu'en fait, on va payer des ressources et immédiatement, on va marquer des points en fonction, vous avez un barème. Si je paye ceci, je gagne qu'un point. Ici, du bois, je gagne 2 points. Ici, je gagne avec de la brique 3 points. Et évidemment, ça, c'est du vert, ça vous fait 4 points. Et donc, en fonction de ce que je paye ici, vous verrez qu'il y a des matchs de couleurs à faire et c'est une sorte de mosaïque que vous créez. Et en fonction du match de couleurs que vous faites, vous avez une action bonus qui est récapitulée sur le plateau principal. C'est assez velu comme jeu. Il y a pas mal d'infos partout. Tout est très combotable. Et comme dans tout bon jeu, on a envie de tout faire et on ne peut jamais tout faire. Je ne l'ai pas précisé, il y a une grosse interaction sur la roue. Pourquoi? Parce que quand vos personnages se déplacent, quand vous vous déplacez, si vous arrivez sur une case où il y a un ou plusieurs autres joueurs, vous êtes obligé de payer une pièce supplémentaire par autre personnage déjà présent sur cette case. Donc forcément, il y a un tempo qui est très malin. Des fois, on va attendre de déplacer un pion, ou du moins on va attendre que d'autres joueurs se déplacent pour libérer des emplacements et y aller à tel moment. Il faut essayer juste de comboter votre intérêt de l'action avec le tempo des autres joueurs. Donc c'est un mélange de plein de choses. Il y a une gestion de ressources sur votre petit plateau personnel où vous aurez des entrepôts que vous allez pouvoir acquérir durant la partie pour essayer de stocker plus de ressources. Ça peut être aussi un moyen de gagner des points avec des poèmes qui maximiseront vos points avec les ressources stockées ou avec les temps d'entrepôt que vous aurez fait évoluer, etc. C'est incroyable ce jeu parce que c'est très facile d'accès, parce que tout est généré par de l'iconographie. Il y a juste les poèmes où il y a un peu de texte. Mais par contre, ça brûle pas mal de neurones. Il aurait pu, je pense, avoir le diamant d'or. J'ai pas encore joué à Marrakech, donc je sais pas ce que ça vaut en termes de réflexion. Mais par contre, c'est très très riche. C'était très attendu par les joueurs, évidemment. Je pense que j'en ai dit un maximum. Je pense que maintenant, je vais laisser la place à Antoine pour Starship Captains. Ok, Starship Captains, un jeu de Peter B. Hofgaard. C'est un jeu de chez Games, CGI. Et puis, pour la version française, eh bien, c'est Yellow. En termes de typologie de jeu, on est sur un Eurogame assez accessible. Donc en gros, grossièrement Eurogames, des jeux de stratégie, gestion avec un thème assez fort, un peu de hasard mais pas trop. On n'est pas sur du XP, on n'est pas sur du hyper familial, on est un petit peu entre les deux. Du familial plus ou du initié. Bref, vous avez compris. Pour la thématique, j'imagine que vous avez pu revoir un peu la couverture et vous avez compris que c'est Star Trek, mais c'est pas Star Trek, mais c'est Star Trek, quoi. Très clairement. Je suis content parce que c'est Star Trek. et David aussi. Ok. Un jeu pour 1 à 4 personnes. J'ai pas lu les règles du mode solo. Mais oui, je ne doute pas que ça doit fonctionner aussi, même si évidemment un petit peu d'interaction ce sera sympa. Notamment on va pouvoir se voler des objectifs dans ce jeu là. En tout cas essayer de les faire avant les autres joueurs, les siffler sous leur nez. Un jeu à partir de 12 ans pour des parties d'environ 25 minutes par personne. On va avoir son plateau individuel qui est en fait votre vaisseau, et on voit il a un petit peu la forme de l'Enterprise.
C'est trop cool. On va avoir un plateau central, on va avoir notre vaisseau qui est sous forme de petits vaisseaux en carton, quoi. Et on va le déplacer de système en système. Dans ces systèmes, on va pouvoir trouver des missions, comme ceci, ce sont des cartes de missions. On va pouvoir trouver aussi des stations. Sur les stations, il y a des bonus à aller récupérer avant les autres joueurs. Et puis, il y a des routes qui vont faire relier ces différents systèmes. Et sur ces routes, on va trouver des pirates. Donc, comment ça se joue en gros? C'est simple, hein. On joue chacun à notre tour. Quand c'est mon tour, je vois que ici sur le pont de mon vaisseau, j'ai différents personnages et je vais pouvoir activer un ou plusieurs personnages. Ça dépend un petit peu sur quel type d'action on part, mais en gros vous voyez que par défaut il y a des couleurs ici. Hop là, il y a 4 couleurs et ça correspond à une action et ça correspond à un personnage. Donc si j'active un personnage jaune, on voit que ici, hop là, c'est la petite cible. C'est les militaires et ils vont servir par exemple à éliminer les pirates, évidemment. Donc, comment ça fonctionne? Je prends le personnage, lui, admettons, parce que je vais éliminer les pirates. Je mets dans cette zone, on considère qu'il a fait son action, et hop, il va venir ici en attente. Et tant que vous avez des personnages ici, vous allez pouvoir faire des actions. Attention, si jamais vous n'avez plus d'action ici, en gros, les autres joueurs terminent la manche sans vous, et puis une fois que tout le monde a passé, hop, on va lancer une nouvelle manche. Les différents types d'actions, il va y avoir le rouge, c'est se déplacer, là vous en doutez, on va aller de système en système. Attention, quand vous croisez des pirates, ils peuvent vous faire des dommages ici, vous voyez, il y a des dommages. Alors les dommages, ça va vous embêter parce que ça va prendre des emplacements. Et les emplacements, on va pouvoir y mettre des trucs cool. Notamment, clac, avec les actions jaunes, on peut combattre les pirates. Et on va aller récupérer des trésors, enfin des récompenses. Alors ça peut être des artefacts extraterrestres comme ceci qui vont donner des actions bonus. On voit qu'ici j'ai un bleu et jaune, et ici j'ai un rouge et jaune. Si j'associe les deux, ça fait double jaune, pim, ça me fait une action jaune supplémentaire durant mon tour. 2 actions en un tour, c'est super bien. On va pouvoir récupérer des médailles, par exemple. Les médailles, ça pourrait être utile pour certaines choses. On va pouvoir récupérer des nouveaux personnages. Bref, ça vous donne des bonus. On va pouvoir aussi bleu. Les bleus, ce sont les techniciens. On va pouvoir développer des technologies. Il y a une sorte de marché de technologie. Vous allez pouvoir récupérer les cartes de ce marché. C'est ici techniquement sur le plateau, mais on va le mettre sur son propre plateau à soi de technologie. Ça va vous donner tout un tas de choses. Ça peut être des bonus immédiats. Ça peut être des bonus qui se déclenchent à certains moments. Quand je fais ça, ça fait ça. Quand je fais ça, ça fait ça. Et il y a aussi des technologies qui vont faire gagner des points de victoire supplémentaires en fin de partie, selon certains critères classiques. Il y a un truc qui est assez cool, c'est que ces technologies, quand vous allez les installer les unes à côté des autres, si elles ont un symbole en commun sur les côtés, donc il y a les 2 icônes similaires qui se connectent, tac tac, ça fait un petit effet bonus. Ça c'est une mécanique que j'aime bien, n'est-ce pas Alex? Tout à fait. Ça fait 1 an que je bosse sur un jeu où il y a cette mécanique là, parce que je l'aime bien, je trouve qu'il n'y a pas assez de jeux de chaînage de cartes, et alors en soi c'est pas un jeu de chaînage de cartes parce que c'est sur le côté du plateau, c'est pas un truc obligatoire, enfin c'est toujours sympa ce petit effet crunchy, je fais ça, tant mieux, ça me donne le droit de faire ça en plus, parce que clac, j'ai fait connecter. On va donc, comme je vous l'ai dit, se déplacer de système en système parce que, il va y avoir des missions. Donc, ici, cette mission, pour la valider, on voit qu'il me faut un jaune et un rouge. Et donc, si j'arrive à déplacer, à utiliser un jaune et un rouge depuis mon pont, clac, clac, je vais valider l'action. Vous voyez ici, jaune, bleu, je vais valider ceci. Ça va me donner des bonus, les bonus divers et variés, notamment, il y a quelque chose qui va être très important, cette petite flèche vers le haut, là, hop, de 2, et ça signifie que sur la faction, donc là c'est une espèce de gris marronasse, on va aller voir la faction gris marronasse, et on va progresser, et donc c'est un cercle, vous allez progresser sur ce cercle, quand vous arrivez sur certaines étapes, ça vous fait gagner des bonus, et quand vous avez fait un tour complet, ça fait des points supplémentaires, et vous pouvez continuer à bosser avec cette faction encore et encore, ça vous fera toujours plus de points. Pour terminer, je vous l'ai dit, on peut recruter des personnages. Il va y avoir des personnages comme ceux-ci qui sont des personnages un peu spéciaux, c'est un peu des jokers, on va dire. Et vous allez avoir les androïdes, les robots, c'est data, c'est trop cool. Et eux, ils sont dépensés. C'est-à-dire que quand vous le gagnez et que vous faites une action avec, vous voyez son socle qui fait pas la même taille, il peut pas rentrer là dans le cercle. Il est obligé de rester ici. Donc on le dépense et ensuite on le vire. Et ils peuvent remplacer n'importe quelle couleur ici, si je dis pas de bêtises. Et il y a certaines cartes qui vont vous demander d'avoir cette couleur bien précise. Fin de manche, comment ça fonctionne? Tous les personnages qui sont en attente ici, je vais les faire coulisser. Ils vont devenir disponibles sur mon pont. Il y en a juste 3 qui vont tout le temps rester en attente. Et ces 3-là, je ne pourrais pas m'en servir. Attention, ça viendra dans l'ordre que vous avez programmé. Donc, quand vous jouez des personnages, vous allez un petit peu aussi penser à l'ordre dans lequel vous allez les récupérer. J'en ai beaucoup trop dit parce qu'en vrai, Starship Captains, c'est assez simple, comme je vous l'ai dit. On est entre le jeu expert et le jeu familial, avec cette thématique en plus bien cool. On passe à la suite. Bienvenue dans mon entre-deux, plus grand, plus
méchant, le nouveau Villainous, Ah oui, comme d'habitude, extension, mais aussi standalone. Vous pouvez acheter juste cette boîte et vous aurez juste 3 méchants, ou la rajouter à toutes vos autres boîtes et avoir de plus en plus de méchants. Attention, vous ne devenez pas de plus en plus de joueurs. En tout cas, on vous le déconseille, parce que déjà à 6 joueurs, vous en avez pour 6 heures. Alors imaginez. Bon, après, vous faites ce que vous voulez de votre temps. Mais sinon, qu'est-ce qu'il y a dans cette extension plus grand, plus méchant? Eh bien, nous avons Monsieur Syndrome méchant des indestructibles. Ici même, petit rouquin magnifique et sa belle mâchoire bien carrée. Nous avons aussi Madame Mime, la merveilleuse, fantastique Madame Mime de Merlin l'Enchanteur. Et nous avons enfin Lotso, le méchant dans Toy Story 3, qui est le nounours abandonné et qui est devenu pas gentil. Mais en même temps, les traumatismes d'abandon, on peut compatir. Chacun son but, sa mécanique, comme toujours, c'est ce qui est beau dans Villainous, toujours très en adéquation avec les films, c'est ça le plus beau. Donc ceux qui se plaignent que c'est déséquilibré, je pense que ce jeu ne s'est jamais voulu parfaitement équilibré, mais par contre il est extrêmement fidèle, et c'est ça qu'on aime. Donc Madame Mime, son but c'est d'éliminer toutes les métamorphoses de Merlin, mais... vous savez, pendant ce duel magique. Mais les métamorphoses de Merlin, elles sont spécifiques et elles sont battues dans le film par des métamorphoses spécifiques. Et oui, il y aura tout un timing. Dans vos fatalités, vous aurez en fait 2 petits paquets et non pas un grand paquet de fatalités. Vous séparez. Et dans un paquet, vous aurez les métamorphoses de Merlin qu'on retrouve dans le livre, dans le film. Et vous allez dans l'autre avoir des fatalités qui effectivement vont vous embêter comme toute fatalité qui se respecte. Mais du coup vous en aurez peu et elles vont vite se mélanger et il y en a des très très embêtantes. Donc elles vont vite revenir vous embêter. Donc du coup il faudra, eh bien comme je vous l'ai dit, avoir la bonne métamorphose au bon moment. Vous n'avez aucune action de combattre en fait sur votre plateau. Le seul moyen d'avoir cette action, c'est grâce aux métamorphoses, et il va falloir donc la Mime Crocodile ne peut éliminer que Merlin Tortue. Et sur Merlin Tortue, il y a marqué ne peut être éliminé que par Mime Crocodile. Donc il va falloir garder vos bonnes métamorphoses pour le bon moment. Vous avez quelques cartes qui vous permettent d'aller regarder en avance dans les fatalités de Merlin pour savoir quelle métamorphose il va bientôt sortir et que vous allez devoir combattre. Mais voilà, ça va être un peu de brassage de deck et de programmation de ce qu'il va vous falloir comme métamorphose. Ensuite, Syndrome, son but c'est d'éliminer l'omnidroïde V10. Vous savez, il a mis au point un robot dans le film qu'il essaye d'améliorer en prenant des données des super-héros qui tuent au fur et à mesure pour faire un dernier omnidroïde V10 qu'il viendra et affrontera et battra et comme ça il deviendra le plus grand des héros. C'est son plan. Ah, je me rappelle, ok. C'est bon? Oui. Voilà. Sauf que évidemment ça ne se passe pas comme prévu, l'omnidroïde est trop puissant pour ce pauvre petit Syndrome, etc. etc. En tout cas, dans Villainous, Syndrome, c'est le héros méchant. Et donc lui, son but, ça va être d'aller trouver les héros qu'on connaît dans le paquet, de les buter surtout, pour ensuite avoir des cartes qui vont pouvoir améliorer son omnidroïde. Parce qu'au début, il commence pas du tout fort, et il va falloir le faire évoluer en V9 et V10. Et tout ça en s'arrangeant pour qu'à chaque fois qu'il y ait des héros qui viennent sur son plateau, il les défonce. Parce qu'à la fin, il doit pas avoir de héros, sinon ils vont lui voler la vedette. Voilà pour Syndrome. Et Lotso, c'est le seul que j'ai pas encore testé de la boîte, mais j'ai quand même lu tout son petit livret de règles. Lotso, son objectif, c'est de réunir 4 héros dans la salle des chenilles. Vous savez, dans la petite maternelle, là, il y a la salle des chenilles. C'est la salle où ils jouent, en fait, les enfants. Donc il doit réunir 4 héros. Et il doit les affaiblir. Donc c'est la première fois qu'on voit ces petits jetons, voilà, de force. Okay. Il doit les affaiblir grâce à des cartes ou à l'action éliminer un héros. En fait, éliminer un héros, là, va servir à réduire la force d'autant que la force de votre allié. D'habitude, juste l'allié, il doit avoir la même force que le héros en face, mais non, là, ça va juste diminuer. Bon, l'allié, il se barre quand même. Hein. Et vous devez aussi, surtout, en plus d'avoir 4 héros Force 0 dans la salle des chenilles, vous devez avoir Buzz aussi dans la salle des chenilles. Sachant que Buzz, c'est une carte carton. Pourquoi? Parce que d'un côté, c'est le Buzz qu'on connaît. Voilà, le gentil Buzz, il est gardien et il est blanc comme une fatalité. Ça veut dire que il se mettra en haut et qu'il cachera des actions, comme toute fatalité. Mais lui, il est là dès le début et il s'en ira jamais.
Le seul moyen de le récupérer qui vous fasse un peu moins, bon, qui vous embête moins, c'est grâce au mode reset. Normalement, vous avez une carte qui peut le reset en gros et qui fait qu'il, comme dans le film, se transforme en Buzz en mode démo. À un moment, il fait ça, il le met en mode démo et c'est un peu son esclave à l'autre saut. Oui, il est débile. Là, enfin, il est encore plus débile que d'habitude. Voilà, et là, il vient chez vous en tant qu'allié. Et lui, pareil, il peut affronter les autres héros, il sera pas défaussé jusqu'à ce qu'à un moment, il y ait une carte qui s'appelle mode espagnol qui le reset en gentil. Et donc, en fait, Buzz va un peu se balader de chaque côté de votre plateau en vous embêtant ou en vous aidant. Oh, je me rappelais pas de ça dans le film. C'est trop drôle, le mode espagnol, il je est crois que j'ai envie de le revoir. Le mode espagnol, il est trop drôle. C'est vraiment le truc que j'ai Donc il y préféré. a Woody dans les cartes, non? Oui, il y a Woody et il y a Bayonne surtout. Bah oui. Il y a Bayonne, il y a Jessie, il y a Rex, et je crois que c'est tout. Bon, il y a le grappin. Le grappin. Et voilà. Mais en plus, c'est marrant parce que les héros eux-mêmes se font pas tous affaiblir de la même manière. Bayonne, il se fait affaiblir d'une certaine manière. Rex, c'est que si il y a d'autres héros sur son lieu, il est plus difficile parce que bah, c'est le gars qui aime un peu tout le monde. Donc voilà, ils sont très très cool tous. Et voilà, la dernière extension standalone. Je passe la main à Alex. Bonjour, Terrien. On a reçu le Star Realms. Donc Star Realms, c'est ce jeu-là, mais là on l'a reçu en petit format, mais surtout avec le nom Star Trek Mission. Donc c'est un jeu Fantasy Realms, mais dans l'univers de Star Trek. Alors il n'y a pas que ça qui change. L'avantage, c'est que David de la boutique, étant super fan de Star Trek, dès qu'il a vu ça, il a acheté. Il s'est pas posé la question, il dit je prends, Quelle bonne idée. j'achète. Du coup, ça me permet, puisqu'il nous a laissé sa boîte, de vous montrer un peu comment ça fonctionne. Même si on reste dans une mécanique classique de Fantasy Realms, pour ceux qui connaissent pas la mécanique, si vous avez déjà joué à Red Rising, c'est inspiré un peu de ça. Puisqu'en fait, vous avez, le but du jeu est extrêmement simple, je vais y arriver. Vous avez des cartes en main, et le but c'est que chaque carte en main fait des points, mais parfois combotte ou entre guillemets décombotte, fait des bonus ou des malus en fonction de ce que vous avez en main. Donc c'est un peu une soupe de points à chaque fois qu'on recalcule, on va aller piocher des cartes. Ce qui est intéressant, parce que dans la base vous avez qu'une seule pioche, là dans le Star Trek, en fait on a deux pioches. On a des pioches de cartes galaxies, et on a des cartes de mission. Alors, je vais essayer de vous montrer ça, hop. Il a tout slivé. Voilà, il a ouvert la boîte, il a slivé direct, il était trop heureux. Voilà, donc là on a des On a super regardé les cartes ensemble. Et si vous êtes fan de Star Trek, vous allez vous éclater. Oh, on a le Spock, excellent. Donc vous voyez, il y a à chaque fois des conditions ici indiquées de qu'est-ce qui vous fait des points en fait. Donc là c'est 6 pour chacun des, et vous savez que les symboles, les Romulins, ambassadeurs Sarek, etc. Chacun va faire des points. Ouais, Troy. Ah pardon, il fallait que je monte. Voilà. C'est la maman Troy. Ça c'est les cartes du coup de Galaxy, ça s'appelle les cartes Galaxy. Et là on a des cartes de mission. Hop, qui ressemblent à ceci. Des petites cartes aussi avec des contraintes. Et en fait, l'idée, c'est d'aller piocher soit dans les cartes de Galaxy, soit dans les cartes de mission, et d'essayer avec tout ce genre de cartes-là, d'essayer de faire le plus de points. C'est extrêmement simple, et c'est une mécanique qui va vous pousser jusqu'à l'optimisation de votre main. À chaque fois, vous êtes sans arrêt en train de vous dire, ok, parce que comme je suis limité à 6 cartes en main, dès que j'en pioche, il faut que j'en redépose. Donc j'en offre aux autres joueurs, donc je me défausse de points, donc je me défausse de cartes en fait. Donc à chaque fois, il faut s'optimiser. Je pioche ici pour aller chercher les personnages, pour aller chercher des missions, c'est à vous de choisir. Donc c'est un jeu extrêmement simple, mais du coup, c'est l'avantage, comme c'est simple, c'est qu'il y a plein de boîtes qui vont apporter des petites modifications avec des thématiques, notamment. Le distributeur m'a annoncé qu'ils allaient partir sur la boîte qui est déjà sortie en anglais, je crois, avec une thématique Marvel. Donc il va changer pas mal de mécaniques. Avec notamment tous les aspects en fait d'alter ego et de super héros de tous les héros qu'on connaît en fait de l'univers Marvel. Donc déjà on avait Fantasy Realms qui est excellent avec son extension Trésor Maudit. Là on a une thématique géniale pour les fans de Star Trek, même si vous ne connaissez pas c'est très bien aussi. Et j'ai hâte de pouvoir vous présenter un jour en boutique peut-être la version avec Marvel. Je crois qu'on a tout fait si je dis pas de bêtises. Maintenant on passe au JDR. Actu JDR, c'est tellement ridicule quand je le mets là. Actu JDR, plutôt sympathique cette semaine. On commence avec du Donjons et Dragons. Alors attention, c'est un peu faux ce que je suis en train de vous dire parce que ça sort pas cette semaine. Ça sort mardi prochain. On sera alors, combien un jour. Ouais, merci beaucoup. Voilà. Ne passez pas avant la boutique, on ne vous le vendrait pas parce que les produits Donjons et Dragons c'est Wizard of the Coast et Wizard of the Coast ils rigolent pas avec ça et nous non plus du coup on rigole pas avec ça. À partir de mardi, ce sera un plaisir de vous le vendre. C'est la nouvelle campagne pour Donjons et Dragons, 5e édition, par-delà le carnaval de Sorcelume.
une aventure en féerie, oui, parce que vous allez voir que l'aventure est très très liée avec le monde féerique et le monde féerique dans l'univers de Donjons et Dragons. C'est assez cool. Voilà, je suis bien content qu'il y ait une campagne là-dessus. Ça me ferait presque faire du Donjons et Dragons. Presque. Il y a déjà trop de jeux de rôle sur le feu, mais ça donnerait envie. C'est une campagne pour personnages de niveau 1 à 8. En gros, tous les 8 ans, voilà, je me suis aidé d'autres boîtes, ça c'est pratique, de la 4ème de couverture. Tous les 8 ans, il y a le carnaval de Sorcelume, c'est une espèce de fête foraine ambulante en fait, débarque dans notre réalité, parce qu'en fait ils viennent pas de notre réalité, ils viennent du monde féerique, vous en doutez, et on peut aller faire tout un tas d'attractions, rencontrer tout un tas de personnages plus incroyables que les uns que les autres, et il se trouve que ce carnaval c'est lui-même un passage vers le monde féerique. Je vous fais profiter des illustrations parce qu'elles sont particulièrement cool. Évidemment, vous vous en doutez, derrière toute cette histoire de monde féerique, il y a une sombre machination. Et vous allez y retrouver, lié de force, une campagne qui change un petit peu des univers qu'on a l'habitude de voir. Je trouve ça très agréable. Si jamais il y a des alphelins dans votre groupe, vous ferez des alphelins parce que vous avez bon goût. C'est quand même l'occasion de faire des super origin story. Ah, je suis désolé, je l'ai pas vu venir celle-ci. Je l'avais pas vu. Il y avait des personnages champignons un peu sympathiques. J'essaie de les trouver depuis tout à l'heure. Il y a pas mal de maps comme ça et je le dis, hop là, à la fin, il y a une map dépliable. Alors je la déplie pas parce qu'en fait il y a des petits pointillés comme ceci qui représentent la map du festival de Sorcelume en lui-même. Enfin Sorcelume, pardon, et du Monde Féerique, en tout cas de la zone du Monde Féerique. Vous allez vous retrouver une petite page de suivi d'aventure, enfin bref, une campagne qui sent très très bon, qui est assez attendue, si je dis pas de bêtises, donc si vous êtes joueur de Donjons et Dragons, il y a des chances que vous soyez déjà au courant, mais c'est bon, ça arrive sous peu. On a également cette semaine, et ça c'est dispo dès ce vendredi quand la vidéo sort, Hellboy, le jeu de rôle, avec son écran tout court, hop là. Hellboy, le jeu de rôle. Alors là, moi, je suis trop heureux parce que Hellboy, c'est vraiment un univers que j'adore. C'est un jeu de rôle qui va être propulsé par le système de quoi? Petit indice, c'est par ici de Donjons et Dragons, la 5ème édition. Mais pourquoi pas en mode contemporain. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Hellboy, parce qu'il y en a peut-être au fond là-bas dans le coin, c'est du contemporain et du fantastique. Hellboy, c'est lui, c'est un démon, à part que il combat les créatures du mal, même si c'est un démon. Et lui et des humains plus ou moins normaux et des créatures plus ou moins mythiques, mythologiques, folkloriques font partie du BPRD et ils combattent les créatures des ténèbres et c'est ce que vous allez faire dans ce jeu de rôle. Je vous fais aussi rapidement bénéficier des quelques illustrations de Mignola. Alors c'est l'illustrateur et auteur original de Hellboy. Les illustrations sont tirées des différents bouquins et il y a des illustrations en plus, notamment des petites maps, des choses comme ça, mais là c'est pas Mignola. C'est joli, on retrouve des tableaux à la Donjons et Dragons 5ème édition, donc assez clair quand même à lire, on n'est pas sur les vieilles éditions avec des gros tableaux, bien que, comme vous le voyez, ça reste très complet. Et alors pour ceux qui ne connaissent pas Hellboy, il y a les films, vous connaissez probablement par les films, mais sachez quand même, à la base, c'est toute une série de comics comme ceci. Donc ça, on le vend pas à la boutique, c'est juste que moi, j'ai acheté le tome 3 aujourd'hui, donc voilà, je suis bien content, je vous le montre, je me la pète, hop là. C'est très joli, avec des gros aplats de noir comme ça, très contrastés, Mignola. On le reconnaît au premier coup d'œil. Bref, Hellboy, le jeu de rôle. Et je crois que Alex a des choses à nous montrer. Oui, c'est pas le jeu de rôle, c'est des figurines. Ça, c'est pour les joueurs de figurines. On a une nouvelle boîte pour Zombicide qui est arrivée dans une thématique plus western. Zombicide Undead or Alive. Alors je vous montre parce qu'il y a quelques petits changements, notamment sur le plateau. Après, les figurines forcément ont leur style, que ce soit pour les personnages ou pour les zombies, dans le côté western. Il y aura évidemment des modifications sur la mise en place et puis sur les différentes tuiles que vous allez rencontrer. Il y aura des effets spécifiques au scénario et surtout à la thématique. C'est pas du tout les mêmes armes forcément. Donc on a un nouveau Zombicide avec un nouveau matos. Très cool les dés. J'aime beaucoup ce petit côté un peu dé de poker, un peu. C'est très sympa. Donc vous avez un nouveau Zombicide dans une thématique différente de ce qu'on connaît dans le milieu contemporain. Hop, ça c'est pour Zombicide, et on reste dans les figurines, mais plutôt pour les figurines de Trône de Fer. On vient de recevoir la nouvelle maison, parce qu'il en manquait à chaque fois qu'on voyait toutes les maisons, on disait mais il n'y a pas toutes les maisons. Et oui, maintenant la nouvelle maison est arrivée, c'est la maison des Martels. La boîte de base qui contient évidemment plein de petites figurines, c'est cool parce qu'en plus les couleurs à chaque fois des figurines sont toujours en lien avec les maisons. Les Lannister sont rouges, les Stark sont plutôt bleu-gris. Bleu-gris, ouais. Les Greyjoy sont aussi bleus mais plutôt sombres. Stark, on est vraiment dans le bleu-gris, même quand on les peint, ils sont bleu-gris après. Les Baratheons sont plutôt jaune. Et là, du coup, on a un jaune un peu orangé pour les Martels. On a plein de... Alors, les boîtes de base sont vraiment très cool en général parce que vous avez de quoi déjà jouer au jeu, puisque vous aurez les cartes, parce qu'évidemment, le Trône de Fer, c'est un jeu de figurines mais aussi de cartes. Un petit peu. Vous aurez déjà des bonnes armées qui sont assez solides,
Mais après, pour étoffer un peu son armée, on a besoin d'une boîte de base, mais on peut partir sur des petites boîtes comme ceci. Donc des petites boîtes, ici nous avons les tirailleurs des sables, qui sont aussi de nouvelles unités. Je vous montre un petit peu les figurines que vous pouvez trouver à l'intérieur. Ils sont fort stylés. C'est plutôt des archers. Voilà. Donc ils sont très très stylés, mais j'aime bien aussi les petites lances qui font plaisir. Alors eux, ce sont les gardes royales de Lancélion. Ça claque. Voilà, donc 2 nouvelles boîtes. C'est pas fini, il y a la 3e boîte qui arrive. Et là, on a des gars, alors eux, ils ont l'air plutôt en mode j'attaque, puis je recule, puis je reviendrai si jamais ça me fait plaisir de te défoncer. Les derviches de Lancélion. Voilà. Et ce qui est bien avec des unités en général, c'est d'avoir ce qu'on appelle les héros. Donc il y a plein de boîtes, des héros. Donc là, ici, c'est boîte de héros 1. Et des fois, il y a des boîtes de héros 2, des fois des boîtes de héros 3. Pour certaines factions, on n'hésitera pas à les Baratheons, on a 4 héros, évidemment. Voilà, donc là en général sur les héros vous avez des personnalités propres à l'univers de Trône de Fer. Ici évidemment c'est la maison de Martell. Et vous allez me dire ouais mais c'est bien les petites figurines mais elles sont un peu grisâtres. Donc comment on peut faire pour les rendre un peu plus colorées? Et bien dans ce cas-là, vous venez à la boutique et on va vous montrer tout ce qu'il y a en peinture. Parce que quand on a envie d'améliorer un petit peu ces petites figurines grises toutes moches, ben on se met à la peinture, ce qui n'est pas forcément très compliqué. C'est en général un petit travail de précision. Mais vous avez toujours une première chose à faire, c'est d'acheter forcément des pinceaux. Oula, mais calmez-vous enfin. D'acheter des pinceaux, évidemment des peintures, mais surtout une bombe, parce que vous allez pouvoir sous-coucher vos figurines de façon à ce que la peinture, elle tienne, tout simplement. Il faut qu'elle tienne sur la figurine. Et ensuite, vous choisirez différentes couleurs. Et alors, ce qui est vraiment bien, c'est qu'il y a plein de couleurs, à la fois pour être très précis dans les manières de peindre, mais ça, je redirige vers d'autres vidéos qui l'expliquent mieux que moi. Et il y a aussi, notamment, donc, dans cette gamme-là, les Home Color, de chez Valero. On a ce qu'on retrouvait un peu chez Citadel en contraste, notamment en général le contraste c'est conseillé pour débuter parce que ça fait une peinture mais ça donne aussi des effets immédiats sur les différentes armures, sur les armes, sur le cuir, etc. Ça va vraiment générer un peu de contraste justement comme son nom l'indique. Et sur les Valero on a ce qu'on appelle les Express Color. Et l'Express Color ça fait un peu le même style. Il y aura des petites touches en plus qu'on peut rajouter sur des spéciales effets ou sur des effets un peu plus métalliques. Donc il y a vraiment toute une gamme là. On a vraiment restocké à fond la peinture. Il y a même des textures. Je ne sais pas si Alice les a montrées tout à l'heure, mais je crois que oui. Voilà, il y a plein de choses. Que ce soit pinceau, bombe, peinture, pigments, texture. Voilà, il y a plein de choses. Donc sachez que si vous avez besoin de vous fournir en peinture et en outils de peinture, vous pouvez venir à la boutique également. Et on va passer maintenant de l'autre côté. Nom de Dieu, Smarty, regarde ce qui vient d'arriver! Demain, tu m'as tué, un jeu de Peter Hayward, un jeu que pour 2 joueurs, pour 30 minutes de partie. C'est une petite claque, on va dire, franchement, claque ludique de cette semaine. Je pense. Ouais, franchement, je me tourne vers Antoine parce que. Moi, je suis déjà amoureux. Voilà, on a fait une partie et c'est juste incroyable. Ça va beaucoup plaire aux joueurs de jeux abstraits comme les échecs, un peu dans le style un peu aussi de Nitama, de Mana, enfin tous ces jeux-là en fait qui s'inspirent un petit peu des jeux d'échecs. C'est un jeu dans lequel il va y avoir 3 niveaux qui représentent en fait les temporalités. Vous avez 3 petits plateaux. Il y a un joueur qui va jouer les pions blancs et un autre joueur qui va jouer les pions noirs. Le but du jeu va être d'isoler l'adversaire dans une des 3 temporalités. Donc là vous avez le plateau du passé qui est en bleu, le plateau du présent en jaune et le plateau du futur en rouge. Donc si jamais un adversaire se retrouve avec une seule couleur de pion sur un seul plateau, et du coup c'est vous qui avez gagné la partie. Vous avez des petits pions comme ceci. Au début, vous en avez 3, un dans le passé, un dans le présent et un dans le futur. Donc en fait, ils expliquent bien dans les règles, c'est une même personne, mais dans les 3 temporalités. Et vous aurez des petits pions comme ça dans votre réserve. Et donc au fur et à mesure de la partie, on va se déplacer et on va pouvoir essayer d'éjecter les pions de l'adversaire en dehors des plateaux, ce qui fait que ces pions-là vont être éliminés. Et c'est comme ça qu'on peut isoler un adversaire sur un plateau. Un tour de jeu, c'est extrêmement simple. Vous avez 3 phases. Donc la première phase, ça va être de choisir en fait un pion actif dans la zone où il y a votre pion focus. Donc ici c'est un petit pion focus, ça indique dans quelle zone vous devez jouer lors de cette manche là. Donc là par exemple mon pion est ici, je suis joueur blanc, je dois activer ce pion là. Une fois que je active ce pion, je lui fais faire 2 actions. Les actions entre autres c'est du déplacement, donc je me déplace d'une case, voilà. Je peux me déplacer du coup une 2e fois, et en me déplaçant par exemple ici une 2e fois, je vais du coup pousser le joueur noir, et du coup ce pion là se retrouvant bloqué, il est donc éliminé, il ne revient pas dans la réserve du joueur. Il est totalement disparu des temporalités. Une fois que j'ai fait ça, du coup, je vais devoir, 3e phase, redéplacer mon focus, soit dans le passé, soit dans le futur, tout simplement. Et ensuite, c'est à mon adversaire. Donc là, mon adversaire, il joue dans le futur, il va se déplacer, etc., etc. Il va y avoir plein de trucs intéressants. Par exemple, si je suis dans cette situation-là, je suis joueur blanc, en avançant, je pousse le joueur noir, et malheureusement, il ne peut pas
rencontrer noir, puisque c'est la même personne. Donc les deux vont disparaître de la temporalité. Donc élimination directe. Il faut faire attention à ne pas rendre ces pions adjacents directement. Une mécanique très très intéressante du jeu, c'est que lorsque je vais me déplacer du coup du passé vers le futur, je vais du coup créer... non, pardon, c'est dans l'autre sens. Je crois que Exactement, c'est dans l'autre sens. Je m'embrouille. Quand vous allez vous déplacer du futur vers le présent ou du présent vers le passé, vous allez créer en fait un double de vous-même. Donc je prends ici en exemple Alice. Là, je suis ici. Si mon pion, par exemple, est ici. Si je vais dans le passé, je vais du coup envoyer ce personnage-là sur la même case. Vous voyez que les cases sont numérotées 3. Je l'envoie dans le passé sur la même case. Attention, je ne peux pas me dupliquer s'il y a déjà quelqu'un évidemment ici. Donc hop, je m'envoie ici. Et du coup, ce faisant, dans le présent, il va y avoir un nouveau pion que je prends de ma réserve. Évidemment, votre réserve est limitée, donc si je le fais et que j'ai pas de pion, je peux rien placer. C'est une mécanique très intéressante pour justement essayer d'être plus nombreux dans une temporalité. Ça, c'est vraiment la mécanique de base. Il y a de quoi déjà se faire des nœuds au cerveau. Des nœuds au cerveau, je vais y arriver. Et dans cette boîte-là, évidemment, comme elle est très grosse, vous avez plein de petits modules. Vous en avez 4 en tout. Je vais vous expliquer très succinctement. Vous avez un premier module qui va rajouter les graines, les arbustes et les arbres. En fait, l'idée, c'est que quand vous allez planter des graines, et dans les temporalités futures, les graines vont devenir des arbustes et les arbustes vont devenir des arbres. Les arbres, vous pourrez les couper et du coup les faire tomber. Ça deviendra un pion qui va bloquer du coup une case et qui pourra être utilisé pour justement éliminer d'autres pions. Vous avez ensuite un module expliqué dans les règles aussi, très bien fait aussi, un module numéro 2 dans lequel vous aurez des statues. Les statues, en fait, elles vont être, au début, il y en a jaune, 3 dans chacune des temporalités. Et en fait, quand vous allez les pousser ou les tirer, ça va les pousser et les tirer dans toutes les temporalités qui viennent juste après, donc dans toutes les aires suivantes. Donc ça peut être hyper intéressant de créer comme ça des combos lorsque vous poussez ou tirez une statue pour bloquer un adversaire. Vous avez un troisième module avec des éléphants que vous allez pouvoir dresser, c'est pour ça qu'il y a des petits chapeaux. Les petits chapeaux noirs, donc quand le joueur fait l'action de dresser, il peut dresser un éléphant, et du coup c'est son éléphant. Et donc les éléphants, eux, vont apprendre et être dressés en fonction aussi des autres temporalités, passé, présent, futur. Il va falloir pouvoir dresser, mais aussi on va pouvoir, entre guillemets, dédresser, on va pouvoir supprimer, enlever des chapeaux de l'adversaire pour pouvoir dresser à mon tour de nouveaux éléphants et m'en servir parce qu'ils m'appartiennent en fait. Et le dernier module, c'est un module qui vous permet, grâce à des cartes et des règles bien précises, de pouvoir ajouter les modules ensemble. Donc on a ajouté 2. Vous pouvez jouer les arbustes avec les éléphants, les statues avec les éléphants, les statues avec les arbustes. Bref, il y a plein de combinaisons possibles. C'est franchement une très belle nouveauté qu'on a cette semaine. Franchement, moi, c'est un truc que j'avais vu à Vichy qui m'avait vraiment attiré. C'est vraiment déjà en termes de... C'est très épuré en termes de matos. Il y a vraiment la quintessence du jeu abstrait. Mais en plus de ça, on y rajoute des modules pour augmenter la difficulté, pour rendre en fait plus plaisant le jeu, alors qu'il ne l'est déjà. Donc franchement, moi, j'ai beaucoup aimé. Moi, j'ai qu'une envie, c'est qu'on fasse tous les modules et qu'on joue avec tout, parce que ça a l'air d'offrir tellement de possibilités avec si peu de règles. Franchement, c'est waouh. Voilà, ça c'était Demain tu m'as tué, et c'est ensuite Antoine qui va enchaîner. Avec le Colosse Mécanique, un jeu Matago pour 1 à 4 personnes, pour des parties d'environ 20 minutes, ça dépend évidemment à combien de joueurs vous allez jouer à partir de 10 ans. C'est un jeu de Ben Moraita, et illustré par Apolline Etienne. C'est un jeu dans lequel on va se retrouver dans les entrailles d'une immense machinerie, donc le fameux Colosse Mécanique. Il est devenu un peu défaillant, donc il va falloir trouver le bouton pour l'éteindre. Attention, à partir du moment où vous allez trouver le bouton off, le big red button, vous allez appuyer dessus, et là vous allez avoir un timing pour vous échapper, parce que sinon vous allez vous retrouver enfermé à jamais. Vous allez envoyer votre équipe de secours comme ça, mais il y a aussi des gens à trouver dans le colosse qu'il faudra aussi sauver évidemment. Donc il va y avoir une première partie du jeu où vous allez avancer de case en case. Alors là, c'est de l'exploration, donc chaque fois que je veux aller dans une direction, ça va faire apparaître une nouvelle tuile, et cette tuile, elle va me donner des opportunités, des possibilités, des embranchements, des couloirs, des tournes à droite, tournes à gauche, ça c'est classique, mais ce qui est original, c'est que sur certaines cartes, vous allez trouver des boutons, des interrupteurs, des engrenages, et en fait, vous allez pouvoir les activer pour changer la disposition du labyrinthe dans lequel vous êtes. C'est assez malin ce système de rouage. Alors comme vous voyez ici, il va y avoir un rouage, on peut en trouver là également, et ça va créer une rotation autour de ce rouage. Donc vous allez déplacer des blocs entiers de tuiles tout simplement, avec les personnages dessus, ou pas forcément, en tout cas pas forcément tous vos personnages. Ça va vous permettre de préparer votre fuite. Quand par exemple vous allez appuyer sur le gros bouton rouge, et là il va falloir s'enfuir. Et du coup, au fur et à mesure que vous explorez, vous allez
Vous allez construire un immense casse-tête qu'il faudra optimiser pour arriver à s'en sortir. Le jeu est pensé pour être joué en coop. Je pense que franchement c'est le mode de jeu de base, mais il y a un mode où on est en semi-coop, voire en compétition les uns contre les autres. Voilà donc pour le Colosse mécanique. Et on va passer au derrière le comptoir. Et bienvenue dans ce derrière le comptoir, je suis en compagnie d'Alice. Alice, nous t'écoutons. Nous sommes en direct ici depuis derrière le comptoir et j'ai une annonce à vous faire. Il y a l'extension de HeroQuest. Et oui, chers téléspectateurs, nous l'attendions depuis très longtemps. La voici. Le mage du miroir. Voilà, je vais arrêter maintenant. Super bien la présentatrice télé. C'est ouf. Je vais m'arrêter maintenant parce que je crois que je l'assume pas. Le mage du miroir, donc pack de quêtes. Parce que effectivement, elle est assez riche cette extension. En gros, vous allez sauver la princesse Milandriel, pardon, moi j'ai Mildred dans la tête, mais c'est pas du tout ça. Je peux revenir. Pardon. Voilà, merci. Et vous avez un mode solo imposé au début, vous allez incarner l'elfe, qui est extrêmement stylé, d'ailleurs on la voit sur cette couverture, voilà, qui doit faire ses preuves, donc vous allez faire une quête en mode solo, avant que les autres joueurs et les autres héros puissent vous rejoindre pour aller sauver mademoiselle Mildred. Je ne sais déjà plus. Mais voilà, en gros ça va être surtout de la quête et des nouveaux ennemis bien évidemment, mais surtout moi ce que j'ai vraiment adoré c'est ce mode solo imposé. Je trouve ça assez original. Moi, Ouais, pourquoi pas. c'est plutôt le matos là, on dirait les. Ah oui, non mais. C'est comme le matos de Erune. Erune, Ouais, voilà, les il y a- super portes et tout, les petits, Ah ouais. les petits Ouais, fauteuils. là, regarde, là c'est. C'est Effectivement, C'est effectivement. oufissime, hein. Putain, les coffres et tout, ça claque. Voilà. Bah, vous devez quand même sauver une princesse et récupérer une épée légendaire. Hein. Ouais. Après, Donc, si tu dis n'importe quoi sur le lore de HeroQuest, je pense que personne t'en voudra parce que ce qui est important, c'est que c'est fun, quoi. Oui. Et qu'il y a plein de filles. Voilà. Donc aventure avec HeroQuest. Et nous avons une autre aventure d'un tout autre type dans la gamme des enquêtes audio. Les C'est-à-dire Echoes. audiobook, n'importe quoi. Echoes, cette fois c'est le scénario, le violon. C'est niveau difficile quand même, hein. C'est 3 sur 4. Hein. De 1 à 4. Hein, 4 sur 5, tu veux dire. Merci. Moi je Ouais, compte les pas. chiffres, je comprends. Ouais, même les ronds, tu Même vois. les points de couleur, c'est Je chaud. ne sais plus. Du coup, 1 à 4, à partir de 14 ans, parce que comme d'hab, c'est des thèmes de meurtre, généralement, Oui. assez glauques du moins. Là, on est en Autriche en 1788, et c'est la guerre civile. Et en gros, vous retrouvez 2 cadavres devant le théâtre de Vienne. D'accord. Donc du coup, vous allez explorer les coulisses de ce théâtre pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé et qui a commis ces meurtres infâmes. Voilà, dans la collection donc des enquêtes audio. Vous scannez des cartes qui vont vous donner les bruits de, je sais pas, ce verre d'eau a entendu quoi il y a pas longtemps. Ah, vous allez entendre des gens qui ont discuté et qui ont dit oh là là, il faudrait qu'on aille tuer ces 2 personnes devant le théâtre. Voilà. En moins facile. Parce qu'en plus, c'est un difficile 4 sur 5. Effectivement. On continue avec du Horror Arkham, la civilisation oubliée, extension pour investigateur. Vous avez la civilisation oubliée, vous vous dites, j'ai pas assez d'investigateurs, hop, il y a une extension pour investigateur. Voilà, juste ça se voit que je ne connais pas Horror En Arkham. fait, je précise que Civilisation, là, la boîte investigateur, la boîte d'extension n'est pas encore sortie. Donc il y a la boîte d'investigateur qui sort avant. Voilà. Heureusement que tu précises. Oui, je précise que C'est un choix intéressant aussi. extension investigateur, la civilisation oubliée, c'est l'extension pour avoir des personnages. Mais dans un mois, je crois que c'est au mois de mars, mi-mars, il doit y avoir La vraie l'extension. histoire. D'accord. Voilà. Donc je comprends. Vous n'avez pas la civilisation oubliée, vous dites, ça serait sympa d'avoir les investigateurs pour quand j'aurai civilisation oubliée. Et hop, vous avez la boîte des ça. investigateurs pour civilisation oubliée. Bon. On t'en veut pas d'avoir confondu mais parce que le raisonnement est Pas un peu du tout. étrange. De toute manière, si vous jouez à Horror Arkham, le jeu de cartes évolutif, vous savez très bien ce qu'il en est. Et souvent, vous connaissez la gamme presque mieux que nous. Quoi. Oui. Ah, beaucoup. Et voilà, donc une grosse boîte. Il y a quand même un paquet de cartes là-dedans. Il y a Ok. des bons trucs dans. En parlant de cartes, oh, je suis trop content. Enfin, alors elle est sortie la semaine dernière, mais on n'avait pas pu vous en parler parce qu'on avait été livré un petit peu en retard. Tous, Firection, la nouvelle extension pour Magic, le jeu de cartes à jouer et à collectionner. Et cette extension, elle est complètement dingue, elle est complètement folle. On a les boosters draft, on a les boosters d'extension, on a les. Est-ce qu'on a reçu les commanders? Je crois pas. Hein. Non. Peut-être pas, voilà. Et bien on a les bundles. C'est en gros
Je vais vous parler du lore, mais parce qu'après je vais vous parler des mécaniques, parce qu'en fait tout ça est très très lié. Les Phyrexians, c'est les grands méchants de Magic qui sont là depuis la fin des années 90, et plusieurs fois ils ont envahi le monde central de Magic, et là ils ont créé un espèce d'Yggdrasil, l'arbre monde géant corrompu, ils veulent attaquer le multivers. Voilà. Ah oui. On n'est pas très bien. Il y a des grands héros qui sont là depuis genre, plus de 10 ans, des personnages très importants de Magic, des héros, des gentils qui ont été corrompus, qui sont tombés du côté du mal. Waouh, enfin l'histoire vraiment là a pris un sacré tournant, et on va retrouver donc du coup les Phyrexians et leur univers qui est en fait Mirrodin, qui est devenu corrompu. Donc les joueurs des années 2000 reconnaîtront Mirrodin, et du coup on va retrouver des mécaniques de Mirrodin, de invasion, de plane shift, avec notamment le retour du poison. Donc des marqueurs poison, on va pouvoir mettre, quand on attaque le sorcier adverse, des poisons dessus, pin 10 marqueurs poison, t'as perdu. Donc c'est un autre moyen en plus des points de vie et de tous les autres moyens dans lesquels il est possible de gagner ou perdre dans Magic, et ils les ont rendus un peu plus intéressants aussi, ces marqueurs poison, parce que il y a désormais des effets de cartes, que ce soit artefacts, terrain, créatures, qui vont être boostés si vous avez empoisonné votre adversaire. Voilà, il y a plein d'autres choses aussi, on retrouve des personnages, on retrouve du lore de ouf. Est-ce qu'ils vont aller au bout et que finalement hop là, l'univers entier, le multivers est détruit par les Phyrexians, ou est-ce qu'ils vont trouver un super twist scénaristique en disant que en fait il y a un des personnages qui a été envoyé dans le passé, il va changer la timeline? Hein? Qu'est-ce qu'ils vont faire à votre avis? Moi j'ai ma petite idée. En tout cas cette extension est dingue de dingue en termes d'illustration alternative. Il y en a une quantité folle. Ce personnage là, hop là, j'ai perdu son nom là maintenant, mais bref, c'est un personnage, c'est en gros c'est le nouveau grand méchant, hein, c'est la chef des Phyrexians. Elle a quelque chose comme 5 illustrations alternatives, vous comptez full art ou pas full art, et notamment Junji Ito, le grand maître du manga d'horreur japonais des années 80 à aujourd'hui, a fait une illustration. La carte a déjà une cote de dingue. Bref, vous le sentez, je suis complètement emballé, je suis à deux doigts de me remettre à Magic, ça va pas du tout. Et on a aussi commandé des petits trucs sympas, comme ceci. Ce sont des petits compteurs de points de vie. On les a avec 2 illustrations différentes. Parfait pour jouer à Magic, parfait pour faire du jeu de rôle, ou j'en sais rien, ou du Yu-Gi-Oh, ou du Pokémon, ou tout ce que vous voulez. C'est toujours sympa d'avoir des petits compteurs de points de vie à 10 €. Et voilà, ils sont en plexi de bonne qualité. Hop, c'est à la boutique tout ça. On arrive à la fin de cette vidéo. On vous dit pas à la semaine prochaine, ou si sur Instagram. N'oubliez pas, Instagram, jeu des cartes Bordeaux sur Instagram. C'est la plus hardcore des périodes pour moi, parce que je fais une story toutes les 30 secondes à peu près. Alice va se plier en 4 pour J'ai même vu des gens, c'était à la journée pro Gigamic, qui m'ont dit à chaque fois on te croise, on te voit de loin à Vichy ou à Cannes, mais on te dit jamais bonjour parce que t'es comme ça, tu marches, t'es comme ça. Oui, en même temps, j'ai 14 jeux de retard que je suis en train comment on dit, de résumer sur une petite story. Donc, regardez s'il vous plaît. Et vous allez voir plein de trucs trop cool, des sorties qui arrivent là, parce que la semaine prochaine il y aura quand même des sorties, on vous en parlera, vous inquiétez pas. Et puis des sorties jusqu'à la fin de l'année, voire même déjà un petit peu 2024 quoi. Ah oui, bon, ça sans doute. Et ben, on vous dit du coup à bientôt chez Jeux des cartes Bordeaux.